Bonjour à tous, bienvenue dans l'édition du Talk. Vous avez vécu en direct hier sur le Figaro.fr le second tour des élections législatives. On en parle ce matin avec notre invité du jour, Jean-François Copé, actuel maire Les Républicains de Meaux. Bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors il y a quelques mois, la droite était pressentie pour gagner l'élection présidentielle, pour avoir plus de 400 députés à l'Assemblée nationale. Finalement, un peu plus de 100 sièges gagnés hier soir. Comment vous vivez cette déception pour votre famille politique ? Mais comme une déception qui vient clore le processus de décomposition que nous avons connu depuis cette lamentable défaite à la présidentielle. Vous savez, je me disais, quand je présidais notre majorité à l'époque, notre groupe, oui, nous avions 320 députés. Oui. En 2012, on n'avait plus que 200 députés. On était dans l'opposition face à M. Hollande. Voici qu'aujourd'hui, on n'a plus que 100 députés. C'est vous dire. Un petit peu plus que 100, c'est ça. Jamais la droite classique n'avait obtenu aussi peu de sièges. Oui, là, je vous parle simplement des Républicains. Oui. Les Républicains, nous sommes à 100. Donc tout ça en dit long, hélas, sur l'état de décomposition et la nécessité de tout reprendre à zéro. Et comment on s'y prend justement pour tout reprendre à zéro, refaire ce parti, les Républicains, qui est très affaibli aujourd'hui ? D'abord, on évite de reproduire les erreurs du passé. S'il fallait considérer que la première étape, c'est de repartir sur une élection interne, avec donc des querelles de personnes, avec donc une élection d'un chef qui n'en sera pas vraiment un, qui sans doute laissera la place aux plus excessifs, voire aux plus extrémistes, parce que l'électorat... Non mais peu importe, je vois bien les tendances des uns ou des autres. On parle de Laurent Wauquiez, l'électorat sera très restreint, parce que personne ne va se passionner pour cette élection dans seulement 2 ou 3 mois. Donc le résultat des courses, eh bien, ce sera une nouvelle machine à exclure, c'est-à-dire très exactement ce qu'il faut éviter. Je pense qu'il faut faire l'inverse. Il faut lancer des états généraux, solliciter des débats dans toutes les fédérations, parler de manière très concrète de la manière de redonner une identité à la droite, et d'ici là, privilégier une sorte de directoire, de direction collégiale où chaque sensibilité pourra trouver sa place, y compris d'ailleurs en associant ceux qui veulent être constructifs, dont je suis, et qui parmi eux, pour certains, veulent voter la confiance et d'autres ne veulent pas. Est-ce que ça veut dire que vous proposez en fait que le Congrès soit reporté, retardé concernant les Républicains ? Mais je pense qu'il faut même faire plus que ça, il faut repenser complètement notre organisation. À quoi ça sert un grand parti politique ? En fait, à investir des candidats aux élections municipales, après les avoir formés, préparés, à faire des grands débats pour définir une ligne politique, mais avec beaucoup de souplesse. Bon. Et puis à la fin, seulement, dans 4 ans, déterminer celui qui sera notre candidat à la présidentielle. Là, je vois bien le processus qui va conduire à faire l'inverse. Et donc à générer des tensions et des impatiences terribles. C'est ça que je redoute. Donc il n'y a pas d'urgence à faire l'élection interne. Nous pouvons avoir une direction collégiale avec un animateur, secrétaire général, qui serait là pour faire en sorte que chacun travaille. Ce serait à mon sens beaucoup plus efficace que de repartir sur des querelles qui vont encore réduire comme peau de chagrin ce qui nous reste à droite. On entend pourtant beaucoup parler de Laurent Wauquiez comme un possible futur chef pour votre parti. Ce serait un bon profil pour vous ? Moi, je ne suis pas à ce stade engagé dans des querelles de personnes. J'ai pris un peu de hauteur ou de recul par rapport à tout cela. Je dis juste que rentrer dans une élection interne, c'est générer des querelles. À un moment où nous avons besoin de débats, de nous poser. Et donc, ce serait une très grosse erreur, à la fois politique, historique, que de recommencer par des querelles internes. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a déclaré hier que c'était la guerre des chefs qui avait affaibli votre famille politique. Vous êtes sur cette même ligne ? Bon, je pense que de manière générale, le but du jeu, c'est d'essayer de faire privilégier le débat d'idées. Avant toute autre chose, surtout après une défaite aussi violente qui succède à une autre défaite qui est en 2012. Et en fait, vous vous rendez compte que depuis ces dernières années, on nous a interdit un peu l'inventaire parce qu'il fallait dire du mal de personne. Du coup, tout le monde disait en catimini du mal de tout le monde, donc c'était pas tellement mieux. Alors moi, je pense qu'il faut mettre tout ça sur la table, analyser les raisons de nos échecs, le fait qu'on n'ait pas réformé. Vous vous rendez compte que c'est M. Macron qui va faire la réforme du Code du travail que la droite n'a pas voulu faire, que c'est M. Macron qui va gouverner par ordonnance, comme je le préconise depuis des années, devant les ricanements à l'époque de M. Sarkozy, un peu de M. Fillon aussi. Reconnaissons quand même que tout ça est désolant. Il est grand temps quand même que toutes ces questions soient sur la table et que l'on en parle sans tabou. Moi, j'ai parlé longtemps d'une droite décomplexée. C'est une droite qui doit pouvoir assumer pleinement d'être de droite sur les questions d'autorité, de liberté, mais en étant hermétique
par rapport au Front National. Or, vous savez qu'un certain nombre ont refusé cette logique d'être hermétique. Certains ont dit clairement, par exemple, au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, qu'ils allaient voter blanc. Je parle parmi les leaders, pas parmi les électeurs, mais parmi les leaders. Ce qui a évidemment créé une vraie fissure, parce que moi, Dieu sait si je n'ai pas de raison, de complaisance particulière à l'égard de M. Macron. Enfin, M. Macron, c'est pas Mme Le Pen. Et donc, il fallait évidemment faire une différence. Justement, on va parler un petit peu du fond, des idées, de la ligne que doivent porter les Républicains, notamment à l'Assemblée nationale. On sait qu'il risque d'y avoir plusieurs groupes, finalement, parmi les Républicains. Une partie souhaite voter la confiance, est plutôt bienveillante à l'égard du gouvernement d'Édouard Philippe. Une autre voudrait clairement s'opposer. Je pense par exemple à Damien Abad ou Christian Jacob. Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que tous ces personnes-là, tous ces élus pourront cohabiter dans un même groupe? Je pense que c'est important qu'ils cohabitent dans un même groupe. Il le faut. Parce qu'en réalité, je redoute la machine à exclure. Déjà qu'on n'est plus très nombreux. Si en plus on doit s'exclure, alors on n'a pas fini. Donc moi, ma préconisation, c'est que l'on essaye dans la mesure du possible de laisser au début de ce quinquennat une certaine liberté de vote. Et qu'ensuite, petit à petit, l'opposition qui se sera reconstruite, qui aura travaillé les sujets de fond, pourra fédérer les uns et les autres. Mais dans un premier temps, il faut faire preuve d'un peu de souplesse. Parce que si c'est pour qu'on atterrisse avec 2 groupes parlementaires et que l'arrivée à la tête du parti actuel, LR, après une élection sanglante du plus extrémiste, qui fera partir tous les autres et qui fait qu'on n'aura plus que des cabines téléphoniques pour se réunir, on aura l'air malin. Ouais. Alors le MoDem deviendrait alors plus important que notre propre parti. Ce serait quand même le gag. Donc il faut faire très attention à tout ça. Donc vous préconisez par exemple que pour le vote de confiance, le 4 juillet, les députés fassent ce qu'ils semblent être bon en leur bonne conscience? Je pense que les premières semaines doivent être des semaines de souplesse et d'apaisement, à droite et au centre droit. Que si nous commençons à lancer la machine à exclure, le pire est à craindre. Je pense d'autre part que nous devons nous opposer de manière intelligente, de manière moderne à la politique qui va être conduite. S'il est vrai que j'ai des interrogations, moi, à titre personnel, sur la politique fiscale que propose M. Macron, je suis très opposé à la hausse de la CSG, très opposé à la suppression de la taxe d'habitation, je regrette qu'il ne veuille pas baisser l'impôt sur le revenu, enfin bref, il y a beaucoup de divergences. Parce que l'impôt sur le revenu, c'est l'impôt des classes moyennes, des gens qui travaillent. Bon. Mais en même temps, je suis pour qu'il modernise le Code du travail. Bien sûr. De la même manière, je ne comprends rien à ces questions de retour d'ordre moral, de moralisation, de confiance, alors qu'il a 4 de ses ministres. La loi que porte François Bayrou. Oui, mais alors qu'il a 4 de ses ministres qui sont sous enquête préliminaire. Tout ça est incompréhensible. Donc, et explique d'ailleurs, je pense, une partie du revirement entre les 2 tours. Hein. Vous pensez que ces affaires ont pu mobiliser l'électorat? Oui, je pense que l'électorat s'est mobilisé en disant on va rééquilibrer les choses. Puis parce que certains candidats En Marche faisaient montre quand même d'une forme d'incompétence qui était un peu inquiétante quand même. Hein. Donc voilà, je dirais il faut faire un peu attention à tout cela et essayer de construire un chemin entre les extrémistes, extrême droite, extrême gauche, qui vont faire beaucoup d'agitation, et une droite moderne, attachée à un certain nombre de valeurs qu'elle peut parfois partager avec M. Macron, et puis qui, sur d'autres domaines, doivent montrer une différence. Est-ce que certains plaident dans votre famille politique pour que Christian Jacob reste président de groupe? Est-ce que vous partagez ce souhait? Écoutez, moi, c'est l'affaire des députés. Je ne le suis plus puisque j'ai fait le choix d'être maire de Meaux, de rester maire de Meaux, parce que je pense que l'action concrète, c'est d'abord ça qu'attendent les gens et c'est ce message qu'ils ont délivré lors de ces différentes élections. Donc c'est aux parlementaires de choisir. Enfin, vous connaissez ma proximité avec Christian Jacob. Depuis toujours, je ne lui ai jamais manqué. J'ai souvent été très ami avec lui pour les combats qu'il a pu mener. Donc inutile de vous dire que je serais très heureux qu'il reste président de groupe. Est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'Emmanuel Macron a réussi son pari, c'est-à-dire à la fois faire exploser la gauche puis la droite? Oui, bien sûr. Il a gagné de manière écrasante. Bravo. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a un lendemain. Vous savez, il y a la fête et puis il y a le lendemain de la fête. Donc maintenant, on repose sur ses épaules une grande responsabilité. Ce sera à lui de faire la démonstration que les Français ont bien fait de lui faire confiance. Il y a un bureau politique prévu mercredi concernant votre parti, les Républicains. Est-ce que vous craignez que l'ambiance soit au règlement de compte, soit explosive entre les différents ténors de ce parti? Écoutez, j'espère pas. Autant je pense qu'il faut faire un inventaire sérieux, rigoureux de nos échecs.
autant je pense que ça doit pouvoir se faire avec un minimum de concorde, parce que nous sommes les uns et les autres fatigués de toutes ces querelles et que la reconstruction ne peut pas se faire sur les règlements de compte, même si les vérités doivent être dites. Parce que l'inventaire, ça risque d'être un sujet quand même assez brûlant, à la fois sur l'élection présidentielle et sur ces législatives qui viennent de se finir. Oui, en même temps, vous savez, beaucoup de ceux qui étaient proches des candidats présidentiels et même à la primaire, je parle des principaux d'entre eux, ont été battus. Donc, quelque part, il peut y avoir eu ici ou là des réflexes de sanctions qui doivent être entendus quand même. Et Bernard Accoyer, c'est lui qui pourra porter un petit peu ce débat-là, l'animer, pour essayer de concilier toutes ces familles-là ensemble. Je l'espère. En tout cas, il lui appartiendra d'être à la fois animateur et respectueux des différentes sensibilités. Alors, la future législature va connaître un renouvellement assez inédit des élus. Beaucoup de nouvelles têtes vont apparaître. Elles ont déjà commencé ce matin à prendre leur quartier à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous redoutez cette future majorité, plus de 300 députés, qui sera composée en partie de novices en politique ? Enfin, moi, je pense que c'est très important de renouveler les responsables politiques. Et d'ailleurs, les Français l'ont demandé. Il faut donc respecter leur choix. Moi, j'aime bien le côté fraîcheur. Hein. J'aime un peu moins le côté vous étiez des nuls et on arrive pour tout changer. Voilà, ça c'est un peu désagréable parce que j'ai eu cet échange avec un nouveau député En Marche hier à la télévision. Je trouve que ça n'est pas très convenable. La France n'est pas une page blanche. L'histoire n'a pas commencé hier soir. Il y a eu 2-3 petites choses qui se sont faites avant, en 2000 ans d'histoire de France, en un peu plus de 200 ans de République. Donc on peut imaginer quand même que les nouveaux maîtres du régime n'arrivent pas sur une terre complètement nulle et qu'ils vont donc nous permettre de découvrir la lumière. Vous savez, Jack Lang avait théorisé ça autrefois, et puis on a vu comment ça s'est terminé. Donc je crois que chacun doit rester à sa place, essayer de faire du mieux possible son travail au service de la France et ne pas jeter complètement au piranha ceux qui, avant eux, ont essayé de servir de leur mieux et qui peut-être demain reviendront. On ne sait jamais. Vous percevez parfois une forme d'arrogance chez certains de ces néo-députés qui viennent d'être... Je cherchais le mot, vous m'avez aidé à le trouver. Et vous concernant, Jean-François Copé, quel rôle vous allez jouer dans cette recomposition qui concerne la droite ? On verra bien. Je vais déjà commencer par prendre un peu de recul, réfléchir à tout ça, me consacrer à ma ville, et puis voir... au fil des temps, comment les choses évoluent. Je continuerai de travailler activement à la place qui est la mienne, au sein du parti, avec mes amis copéistes, entre guillemets, et puis celles et ceux qui partagent les idées que je défends depuis des années, que je vais continuer de défendre. Voilà. Peut-être un conseil que vous donneriez à tous ces nouveaux élus, pas seulement La République En Marche, mais aussi certains à droite qui viennent de faire leur entrée pour la première fois à l'Assemblée nationale. Conseil, peut-être simplement un retour d'expérience, leur dire n'oubliez jamais ceux qui vous ont fait roi. C'est sur le terrain que les choses se passent. Et les électrices et les électeurs qui vous ont fait confiance attendent de vous que vous ne les oubliez pas une fois arrivés dans les cercles fermés de la capitale. Très bien, merci beaucoup. Merci Jean-François Copé. On retrouve tout de suite Jean-Baptiste Semerjian qui va poser vos questions. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Mathilde, bonjour Jean-François Copé. Bonjour. J'ai une question d'Allo qui vous demande si les primaires, c'était pas un échec, autant personnel que pour le parti. Brice Hortefeux, lui, il demande que ce soit carrément supprimé. Oui, il est le porte-voix d'une autre personne. Écoutez, vous savez, je vais vous dire une chose. Ça, comme toujours, ça peut être la meilleure et la pire des formules. Si nous n'avions pas fait de primaire, nous aurions eu le chef du parti, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy. Il aurait perdu. Il n'y a pas de doute, il a été 3e dans la primaire, c'est vous dire. Donc c'est ce qui permet aussi de faire émerger un candidat unique de la droite, et c'est vrai que la droite n'a pas été divisée au premier tour de la présidentielle, on a tous été derrière Fillon malgré le cauchemar qu'a été cette campagne. Bon, voilà, c'est l'avantage. L'inconvénient, effectivement, c'est que ça fait une longue campagne et parfois des éléments destructeurs. Mais la victoire d'Emmanuel Macron, elle était quand même très liée à des facteurs extérieurs. Personne n'aurait imaginé qu'un tel effondrement pour François Fillon, un tel effondrement pour Valls, que François Hollande ne se représente pas. Enfin, tout ça, c'est un parcours de chance exceptionnel, lié à sa formidable audace et à son talent. Et vous, personnellement, les primaires ?
Bah, écoutez, j'ai fait 0,3%, donc je ne peux pas vous dire que j'ai dansé de joie au soir des résultats. Mais c'était, vous savez, moi je revenais d'un long cauchemar quand même, hein, donc c'était important pour moi de revenir dans le débat. Ça m'a permis de dire aux Français, à l'occasion de cette campagne, que j'étais innocent totalement dans l'affaire Big Malion, comme en avait décidé la justice. J'étais innocent, alors que d'autres qui avaient été bien contents de me remettre la responsabilité se sont retrouvés en première ligne, mais ça n'est plus mon histoire. Et puis deuxièmement, de défendre la droite décomplexée, le gouvernement par ordonnance, l'idée d'un rendez-vous régalien, d'un sursaut sécuritaire qui est indispensable, et puis de libérer l'économie. Autant d'idées qui vont peut-être pour partie être appliquées maintenant. Question d'Ahmed qui vous demande, comme François Baroin, est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron ringardise tous les autres partis ? Et aussi tous les autres quinquas. Bon, écoutez, je disais tout à l'heure, il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre. En ce moment, la nouvelle mode, c'est de jeter tout ce qui n'est pas pour Macron. Donc vous avez vu avec quelle prudence et quelle modération je m'exprime à propos du nouveau président de la République. En même temps, tout cela n'a qu'un temps. Hein. Peut-être que dans quelques temps, on se dira finalement, ceux qui avaient de l'expérience, ça avait du bon. Il faut se méfier des modes. Après, qu'il y ait nous besoin de nous reformer, nous reformater, de nous réorganiser, de repenser tout, de ce qui concerne l'identité de la droite française, c'est une évidence. Justement, vous avez été secrétaire général de l'UMP. J'ai même présidé. Vous avez félicitations. Et alors donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez ? Quelques années de prescription. Quel est l'héritage aujourd'hui dans les Républicains ? Écoutez, le grand message, c'est que quand la droite est organisée, elle gagne. J'étais à la tête du parti lorsque nous avons fait la vague bleue des municipales. Ça a été un énorme succès. 67% de villes de plus de 9000 habitants conquises, là où nous n'en avions que 45%. C'est dire que parfois la droite s'est gagnée. Une question d'Isabelle. Ne pensez-vous pas être tombé dans le piège d'Emmanuel Macron qui, en abandonnant le centre En Marche, l'UDF, qui était justement membre de l'UMP à l'époque, aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore un centre aux Républicains ? Il y a un centre droit, évidemment. Je pense que, en fait, l'erreur a été dans la campagne présidentielle de se lancer dans une forme de radicalisation qu'incarnait, à tort ou à raison, Sens commun, et qui a rabougri l'électorat. Je pense qu'il ne faut pas oublier que la droite que nous devons incarner, c'est une droite républicaine, c'est une droite populaire, et malheureusement, nous ne l'avons pas fait parce que ni les ouvriers, ni les agriculteurs, ni les classes moyennes ne se sont sentis concernés par le discours de François Fillon. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'acharnement qu'il y a eu sur vous. Il y a pas mal d'internautes qui rappellent que vous étiez trompé dans l'estimation de pain au chocolat qui était au début de l'année. Ah oui, ça c'est vrai, oui, bien sûr. Et ça n'a rien à voir avec l'affaire Big Malion. Pas du tout. Mais oui, ça, ils ont raison. Oui, ça s'appelle. C'était un autre acharnement médiatique. Oui, absolument, c'est vrai. Vous êtes dit victime. Enfin, ni victime ni pas victime. Vous savez, nous vivons dans un monde où s'essuyer les pieds sur les hommes politiques est un sport courant. Mais ça, c'est vrai que j'avais fait alors, vraiment une énorme bourde que celui à qui ça n'est jamais arrivé me raconte comment il fait. Comment on en sort alors d'une mauvaise passe comme ça ? Par la résilience. C'est un travail sur soi-même, un rapport différent avec le temps. Et puis, au bout d'un certain temps, peut-être que les gens se disent finalement, ce Copé, on lui avait mis sur les épaules beaucoup de choses. Quand on voit la réalité, peut-être que c'est plus compliqué que ça. L'élection à la présidence de l'UMP, peut-être n'avait-il pas triché. Face à François Fillon, peut-être que certains avaient véhiculé simplement des mensonges contre lui. Enfin, contre moi, en l'occurrence. Peut-être que Big Malion, maintenant, on a compris que c'était pas moi, puisque la justice a tranché. Voilà, il y a des choses qui peut-être petit à petit se rétabliront. Et puis peut-être que certains voudront bien dire que les idées que je défends depuis des années n'étaient peut-être pas si mauvaises que ça. Vous rouvrez des dossiers un peu explosifs, là, non, pour les Républicains ? Ah non, ça, ils ne les ouvrent pas. Ils sont fermés, bien fermés. Ils sont fermés, bien fermés. Ah oui. Une dernière question, est-ce que... c'est parce que vous m'en parlez que je vous en parle. Qu'est-ce que vous pensez de l'inscription de l'état d'urgence dans le droit commun ? Je pense que ce qui compte, c'est l'efficacité. Nous avons un objectif qui est de lutter contre le terrorisme. Oui. Je pense que lutter contre le terrorisme, ce n'est pas tant une question d'état d'urgence qu'une question de moyens. Nous sommes très vulnérables en termes de moyens sécuritaires, pénitentiaires, de prévention. Dans tous ces domaines, il y a un virage à faire. Ce virage, j'espère que M. Macron le fera. C'est né en fait dès le lendemain de 2007 où M. Sarkozy a fait ce choix qui était à mon avis mauvais de réduire les effectifs de police de manière drastique. La gauche, pendant quelque temps, a tâtonné avant de revenir en arrière, mais c'était trop tard. Il y avait une espèce d'angélisme à gauche qui n'était pas de bonne aloi. Par exemple, aucune place de prison n'a été construite sous le quinquennat de M. Hollande. C'était une folie. Aucune place de prison. Donc je pense que tout ça doit être pris en main. L'état d'urgence dans le droit commun, c'est un effet d'annonce. Ce qui compte, c'est les mesures concrètes. Merci beaucoup Jean-François Copé. Merci Jean-Baptiste Semerjian. Et au rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Talk.